Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule, Constantinople, d'un empire à l'autre. 12 avril 1204, parti pour la Terre Sainte. Les guerriers de la 4e croisade assiègent puis saccagent la ville de Constantinople. 29 mai 1453. Le commandant génois Giustiniani Longo est grièvement blessé par un tir d'arme à feu. Le lendemain, le sultan Mehmet II entre à cheval dans sa nouvelle capitale, Constantinople. Ces trois événements intimement liés sont des moments clés de la bataille, puis de la chute de Constantinople, capitale de l'Empire byzantin. En 410 de notre ère. Rome, la ville éternelle, cœur et âme de l'Empire romain, vient de tomber aux mains des barbares. L'impossible vient d'arriver. Inexorablement, les autres provinces d'Occident cèdent à leur tour. Pourtant, l'Empire romain n'est pas mort, loin de là. Un siècle auparavant, l'empereur Constantin le Grand avait ordonné la construction d'une seconde capitale, une deuxième Rome. Bâtie à la frontière entre l'Asie et l'Europe, sur le site de l'antique Byzance, la ville nouvelle a été baptisée Constantinople, la ville de Constantin. Lorsque l'Empire romain d'Occident disparaît définitivement en 476, l'Empire romain d'Orient continue seul. On l'appellera plus tard Empire byzantin. L'Empire byzantin est l'Empire romain. Constantinople n'est pas Rome. Implantée sur un territoire grec et non latin, Constantinople est à la croisée des influences occidentales et orientales. Les citoyens de l'Empire parlent grec et non latin. Véritable carrefour économique, sa situation stratégique sur le Bosphore lui donne le contrôle sur les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident. Protégée par la mer, elle n'est accessible à pied que par l'ouest. Rapidement, la ville s'agrandit. Un vaste hippodrome, miroir du cirque Maxime de Rome, accueille bientôt les nombreuses courses de chars. En 532, l'empereur Justinien fait construire la basilique Sainte-Sophie. Bien que chrétienne et très pieuse, la ville entre progressivement en opposition idéologique avec le Saint-Siège de Rome. Des divergences théologiques provoquent la séparation définitive entre chrétiens catholiques et chrétiens orthodoxes. De son palais, l'empereur gouverne un empire exposé à des dangers permanents. Comme Rome avant lui, les armées impériales doivent en permanence défendre les frontières. Tout au long de son millénaire d'existence, l'empire connaît des apogées et des crises. Son territoire grandit, puis se contracte. Au XIIe siècle, l'Empire est encore influent. Mais il doit partager le contrôle de la Méditerranée avec les cités italiennes de Venise et Gênes. À la tête de véritables empires maritimes, ces cités-États grignotent la puissance byzantine en échange de leur aide militaire et financière. Pour l'Empire, c'est une politique gagnante à court terme, mais dangereuse à long terme. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres.
Par exemple, regardons ce qu'il se passe en Europe, au cœur du Moyen-Âge. En Italie, apparaît un phénomène singulier. Des dizaines de villes se libèrent du cadre politique féodal et deviennent indépendantes. Ces villes se gouvernent elles-mêmes, élisent leurs dirigeants et ne répondent à aucun roi. Tournés vers le commerce, plusieurs deviennent des républiques maritimes. Leur force repose sur la domination des routes commerciales et les relations qu'elles tissent avec les puissances de la Méditerranée. Venise, la plus grande d'entre elles, restera indépendante pendant des siècles. Rapidement, elle atteindra la puissance d'un pays. De nos jours, c'est comme si Monaco était devenu aussi riche que l'Allemagne et pouvait rivaliser avec les armées françaises. En forte concurrence les unes contre les autres, ces cités ont toujours su manœuvrer pour assurer leur domination, souvent aux dépens de leurs rivaux. 12 avril 1204. L'impardonnable vient d'être commis. Manipulée par les Vénitiens, la puissante armée de la 4e croisade, partie pour reconquérir Jérusalem, s'est détournée de son objectif. Constantinople, symbole de la chrétienté, tombe aux mains des croisés. Des chrétiens tuant d'autres chrétiens. Grâce à la formidable flotte vénitienne, les croisés ont contourné les défenses terrestres pour attaquer le front maritime. L'Empire est dépecé et réparti entre les vainqueurs. Chacun s'y taille son petit royaume, pour un temps du moins. Moins de 60 ans plus tard, après de multiples combats fratricides entre chrétiens, l'Empire byzantin est restauré. La capitale est à nouveau aux mains des Grecs orthodoxes. Mais l'Empire ne retrouvera jamais sa puissance d'antan. Ruiné par les combats, dépossédé de la plupart de ses territoires, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Pourtant, les autres menaces, elles, n'ont pas diminué. Fondé par un clan turc d'Anatolie, l'Empire ottoman est alors en pleine expansion. Vigoureux, conquérant et porté par la foi musulmane, il agrandit son territoire au détriment de ses voisins. Et au XVe siècle, personne n'est en mesure de le stopper. Les villes byzantines tombent les unes après les autres. En 1450, l'Empire ottoman occupe l'essentiel de l'ancien empire byzantin. Constantinople n'est bientôt plus qu'une enclave fortifiée. À la tête de l'Empire ottoman, Mehmed II. Érudit, le jeune sultan parle 5 langues et possède de vraies capacités stratégiques et politiques. Pourtant, il est dans une position difficile. Impopulaire, une partie de son armée ne l'aime pas, spécialement le corps d'élite des janissaires. Par le passé, il a même déjà affronté une rébellion de ses généraux. Pour s'imposer, Mehmed II sait qu'il doit frapper les esprits. Le meilleur moyen, prendre Constantinople. Il sait que la ville lui opposera une résistance acharnée. La ville sainte est le bastion du christianisme. Un bastion doté d'antiques murailles colossales. La cité de Constantinople est située à un endroit stratégique facile à défendre. Au nord, la Corne d'Or, au sud, la mer de Marmara, à l'est, le Bosphore. Mais cela ne suffit pas. Très tôt, les empereurs romains ont fait ériger des murs pour protéger la ville. Le système de fortification de Constantinople est formidable. Une enceinte de 22 km ceinture totalement la ville. À l'ouest, les murailles terrestres sont réputées impénétrables. L'ennemi doit d'abord franchir un fossé de 20 mètres de large. Sous une pluie de projectiles, il court ensuite jusqu'au pied de la première muraille. S'il arrive à surmonter les 9 mètres de haut du mur de pierre, il se retrouve alors dans une zone à découvert, surplombée par d'immenses tours garnies d'archers. En face de lui se dresse la seconde muraille. Titanesque mur de 12 mètres de haut hérissé de 96 tours, la muraille intérieure est l'ultime rempart de la cité.
La zone ainsi protégée couvre 1450 hectares. En comparaison, le Paris médiéval, alors la plus grande ville d'Occident, s'étendait à peine sur 440 hectares. Mais au XVe siècle, cela fait 1000 ans que ces antiques murailles subissent les assauts du temps. Or, une ligne de fortification n'est efficace que si elle est en bon état et défendue par de nombreux soldats. 100 000 hommes, dont 12 000 janissaires, soldats d'élite. L'armée ottomane est immense. Mais Mehmed II sait que sans stratégie efficace, son armée se brisera sur les murailles de la cité. Il ordonne la forge d'immenses canons, capables d'abattre n'importe quel mur. Le plus grand mesure 8 mètres de long, doit être déplacé par 700 hommes et peut envoyer des boulets de pierre de 600 kilos. Un preneur de ville. En face, Constantin XI, empereur byzantin, met la ville en état de siège. Il fait stocker des provisions, renforce les murailles, fait fondre l'argenterie des églises pour payer plus de troupes. Toute la population est mise à contribution. Il sait qu'un flot de guerriers se dirige vers lui et il n'a que quelques milliers d'hommes à lui opposer. Ce sera à 1 contre 15. Déterminé à défendre sa ville, il appelle l'Occident à l'aide. Venise, Gênes et le pape sont sollicités pour défendre la ville sainte. Mais les cités italiennes sont prises entre deux feux. Commerçant avec les deux empires, elles veulent aider l'un sans provoquer l'autre. Venise expédie quelques fournitures militaires, mais aucune troupe. Seule sa colonie à l'intérieur même de la ville décide de se battre. Elle n'a pas vraiment le choix. La ville voisine de Péra, génoise, restera neutre et spectatrice. Constantinople semble seule et abandonnée de tous. C'est alors que le 26 janvier 1453 arrive Giovanni Giustiniani Longo, jeune noble génois. Meneur d'hommes et excellent commandant, il est à la tête de 700 mercenaires. Un soldat de fortune, aussitôt nommé commandant des murailles terrestres. Charismatique, il redonne espoir aux combattants et devient la clé de voûte de la défense. 7000 hommes, 26 navires et une muraille millénaire contre 100 000 soldats et des canons gigantesques. L'empereur, en armure, est décidé à se battre jusqu'au bout. Le 2 avril 1453, l'armée de Mehmed II arrive en vue de Constantinople. La grande bataille commence. Au Moyen-Âge, plus la défense est haute et massive, plus elle est efficace. Pour la prendre d'assaut, on peut l'attaquer de face avec de grandes échelles ou des tours mobiles. On peut également choisir de se concentrer sur ses points faibles, comme les portes, à l'aide de béliers. Plus discret mais tout aussi redoutable, le travail de sape consiste à creuser un tunnel sous les fortifications pour les faire s'écrouler. Le bombardement à distance à l'aide de grands trébuchets peut s'avérer long, mais évite les pertes. Enfin, on peut simplement attendre que la place forte, morte de faim, se rende d'elle-même. Mais l'arrivée des canons change la donne. Plus le canon est gros, plus il envoie avec force un énorme boulet. Là où un trébuchet lance un projectile de 100 kg à 200 mètres, les canons de Mehmed II envoient un boulet pesant jusqu'à 600 kg en tir direct. Sur des murailles classiques, l'effet est dévastateur. Les progrès de l'artillerie forceront les défenses à s'adapter. Les murs deviennent obliques pour dévier les tirs au lieu de les encaisser. Au XVIIe siècle, avec l'ingénieur français Vauban, les systèmes de fortification deviennent très complexes et parfaitement adaptés aux armes à feu. Les murs de Constantinople ont résisté à de très nombreux sièges. Comment supporteront-ils cette nouvelle menace ? Jour après jour, un feu d'enfer martèle les défenses byzantines. Chaque nuit, les défenseurs réparent ce qu'ils peuvent et comblent les brèches.
Constantin XI et ses meilleures troupes sont au cœur de la vallée, là où les défenses sont les plus faibles. Contre toute attente, l'armée ottomane n'arrive pas à percer les défenses. Par tous les moyens, les Ottomans essaient d'entrer. Par tous les moyens, les chrétiens les en empêchent. Dans la Corne d'Or, une immense chaîne barre l'accès. Défendue par des navires, elle empêche une attaque sur les arrières byzantins. Mais, fin avril, les défenseurs découvrent avec stupeur des navires de guerre ottomans en amont du barrage. Défiant le relief, Mehmed II a fait parcourir 6 km sur la terre ferme à ses bateaux. Cette menace soudaine ouvre un nouveau front et divise les forces des défenseurs. En mai, Venise envoie finalement une flotte de secours de 2000 hommes. Cette armée peut faire pencher le cours de la bataille, à condition qu'elle arrive à temps. Pendant des semaines, les canons pilonnent les murailles. Puis les assauts succèdent aux bombardements. À chaque fois, les défenseurs arrivent à colmater les brèches et à repousser les assaillants. Les tentatives de sape sont toutes découvertes et détruites. Galvanisée par Giustiniani, la défense tient bon. L'espoir renaît. La victoire n'est plus une chose impossible. Dans le camp ottoman, Mehmed II est de plus en plus en difficulté. Il doit à tout prix obtenir une victoire rapidement. Si la flotte de secours arrive, il sera trop tard. Il faut percer. Le sultan décide de jeter toutes ses forces dans un assaut général. Ce sera la victoire ou la mort. Mardi 29 mai 1453, 3 h du matin, jour du verdict. Sur toute la ligne de front, les cris de guerre s'élèvent de l'obscurité. Les défenseurs font sonner les cloches. Tout le monde se prépare pour l'ultime combat. Par vagues, les Ottomans déferlent sur les murailles à moitié détruites. Les assaillants se repoussaient les uns après les autres. Grecs et Italiens se battent côte à côte avec l'énergie du désespoir lorsqu'un énorme boulet fracasse la palissade. 300 Ottomans s'engouffrent dans le trou béant. L'empereur et sa garde les repoussent. Tout au long de la muraille terrestre, comme sur le front de mer, les défenseurs sont harcelés. Tout le monde se bat. Personne ne peut venir en aide à personne. Mais ces attaques n'ont qu'un seul but, affaiblir les défenses avant l'attaque des troupes d'élite. À l'aube, les 12 000 janissaires se jettent dans la mêlée. C'est à ce moment crucial, où le danger est au plus haut, qu'une balle perce l'armure de Giustiniani. Grièvement blessé, le commandant génois perd beaucoup de sang. L'empereur le supplie de rester sur place, de continuer à se battre. Mais Giustiniani est évacué du front. Dans la confusion, une porte est restée ouverte. Des soldats turcs s'y engouffrent. Privés de leurs piliers, les défenseurs lâchent pied un à un. Les janissaires intensifient leur attaque. Ils franchissent la première muraille, atteignent la seconde. Constantin, dernier empereur romain, tente de leur barrer le chemin. Les défenseurs sont submergés. Le drapeau ottoman flotte sur l'une des tours. On entend le cri « La ville est prise !» La situation ne peut plus être renversée. Constantinople tombe. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Giustiniani, à la tête de ses 700 mercenaires, a coordonné la défense de la ville et galvanisé la résistance. Au cœur du combat, son évacuation est ressentie comme le début de la fin, et la panique gagne les défenseurs qui perdent pied. Si Giustiniani était resté sur le front, il est très possible que les janissaires auraient été repoussés. L'arrivée des renforts vénitiens quelques jours plus tard aurait sauvé la ville.
Devant l'échec du siège, Mehmet II se serait retrouvé en position très difficile devant ses opposants politiques. Le sultan n'aurait pas survécu politiquement à cet échec. Peut-être aurait-il même été assassiné. L'Empire ottoman serait alors rentré dans une guerre de succession. Des révoltes auraient pu éclater sur les territoires occidentaux, majoritairement chrétiens. Constantinople, libéré de son ennemi, aurait pu connaître une renaissance. Malheur aux vaincus. L'heure est au pillage. Hommes et femmes deviennent une marchandise. 50 000 d'entre eux sont réduits en esclavage. À Sainte-Sophie, vieillards et blessés sont massacrés. Les commandants grecs et italiens sont exécutés. Personne ne sait ce qu'est devenu Constantin XI. Quelques vagues témoignages disent l'avoir vu mourir au combat l'épée à la main. Le dernier empereur romain disparaît avec son empire. Le lendemain, Mehmet II ordonne l'arrêt du pillage et entre dans sa nouvelle capitale. 3 jours plus tard, les navires rescapés rencontrent la flotte de secours devenue inutile. La nouvelle de la chute de la ville se répand. La stupeur est totale. Le monde chrétien est sous le choc. Affaibli par la 4e croisade, seul contre un ennemi implacable, abandonné par l'Occident, l'Empire byzantin a rendu l'âme. Mais la ville, elle, n'est pas morte. Car si Rome a été mise à sac par des barbares, Constantinople vient de tomber aux mains d'une civilisation brillante. Après une longue existence de 1000 ans, le vieil empire était à l'agonie, à bout de souffle. Le jeune empire ottoman va insuffler un vent nouveau. La ville va lentement se repeupler. De nouveaux bâtiments somptueux vont venir s'ajouter aux antiques constructions. Sainte-Sophie, basilique chrétienne, devient une mosquée. L'Empire ottoman connaîtra lui aussi son apogée. Cœur du monde musulman, son territoire s'étendra de la Hongrie à l'Irak. Comme l'Empire byzantin, il finira par disparaître. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, vaincu, il laissera place à la Turquie. Constantinople deviendra Istanbul. Mais ceci est une autre histoire. La prise de Constantinople par les Turcs ottomans est un séisme. Comme Rome 1000 ans auparavant, la ville semblait éternelle. Comme Rome, elle finit par tomber. Mais si l'Empire byzantin ne peut plus être sauvé, la chrétienté orthodoxe est encore bien vivante et a besoin d'une nouvelle capitale. Située à des centaines de kilomètres plus au nord, Moscou prend le relais et devient le nouveau refuge de l'orthodoxie. Les constructions humaines sont mortelles. Elles ont un début, une apogée, puis une fin. Quoi qu'il arrive, elles finissent toujours par disparaître. La question n'est pas de savoir si cela va arriver, mais quand. À quoi ressembleront les États-Unis d'Amérique dans un siècle? Parlerons-nous tous chinois dans 200 ans? Ou bien cette langue sera-t-elle morte, comme le latin? Ces questions peuvent sembler fatalistes, mais au contraire, car l'humanité est vivante et en mouvement. Pour toute civilisation qui s'éteint, il s'en trouve toujours une nouvelle pour prendre sa place et continuer d'avancer. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.